Bon, premier thème, cette guerre commerciale. L'impression d'avoir vécu une grande hallucination collective. Ça fait presque un an que sur ce plateau, on n'arrête pas de dire que ça va être dramatique, que les conséquences économiques vont être dingues, que c'est la fin du multilatéralisme, que les États-Unis se referment et que l'Europe peine à trouver le chemin de la souveraineté. Et que constate-t-on à l'heure du premier bilan ? Eh ben, c'est qu'en réalité, la politique douanière de Donald Trump n'a pas fonctionné, que le déficit commercial américain est absolument abyssal, 1241 milliards de dollars, et que pendant ce temps-là, le commerce mondial, lui, est florissant, puisqu'il a augmenté de 18% en valeur. Nicolas, allez, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous retirez de ces chiffres ? Que tout ça était extrêmement prévisible en réalité. Personne ne l'avait prévu, Nicolas. Bien sûr que si, et notamment le fait que cette politique stupide soit avant tout stupide pour les États-Unis est quelque chose qui relève de la théorie économique de base en réalité. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant au fait que les États-Unis, un an après le Liberation Day, connaissent un déficit commercial qui est très important. Parce que le déficit commercial, fondamentalement, il vient de l'excès de demande intérieure sur la production. Et les droits de douane n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Donc on sait bien que les droits de douane ça limite les importations normalement. Ça peut les orienter. Enfin, ça peut avoir un impact sur les soldes commerciaux bilatéraux vis-à-vis de tel ou tel pays. Mais au niveau global, non. Et donc on savait que, les principaux spécialistes mondiaux du commerce international, quand même. Regardez Paul Krugman par exemple, écrit sur son compte Substack depuis un an. C'est quand même l'un des plus grands spécialistes du commerce international. Il a fait ça toute sa vie. Il démontre depuis le début que cette politique est une politique, mais on en a de multiples exemples historiques. Ensuite, là où je suis d'accord avec vous et où en effet il y a un effet qui peut être un effet qui était moins prévu, c'est le fait que le commerce international finalement est peu été affecté. Alors il a été affecté géographiquement, mais en fait ce qu'on voit c'est que le capitalisme est extrêmement plastique, et donc quand vous avez des droits de douane importants entre la Chine et les États-Unis par exemple, vous voyez certes une réduction des exportations chinoises vers les États-Unis, mais vous voyez une explosion des exportations chinoises vers le Vietnam, et une explosion des exportations vietnamiennes vers les États-Unis. Donc on tourne quoi. La très bonne nouvelle, il y a quand même une très bonne nouvelle en réalité dans tout ça, c'est qu'on n'est pas tombé dans la guerre commerciale. Et ça, c'est quand même lié. Alors je sais que ce que je vais dire va sembler complètement lunaire, parce que la mode, évidemment, c'est de dire l'Union européenne, on est nul, etc. Mais je trouve que c'est au contraire notamment lié à la très grande lucidité de l'Union européenne, qui n'est pas entrée dans une guerre commerciale. C'est pas le discours dominant. Tout le monde a dit la Chine a montré les bras et ils ont eu raison. Nous, mais les deux ont eu raison en fait, parce que les deux techniques très différentes ont abouti à des résultats qui sont assez similaires. C'est-à-dire que la Chine, elle en avait les moyens, elle a joué le rapport de force. Et finalement, ça s'est plutôt avéré payant pour elle. L'Union européenne a plutôt joué l'understatement et ça s'est avéré relativement payant pour elle. Vous voyez ce que je veux dire ? On rappelle qu'on est la zone la moins taxée à 15%. On a eu les plus faibles taux de droits de douane supplémentaires américains. Je m'arrête là, mais je termine juste par cette anecdote vraiment en 20 secondes. Je me souviens que cet été, quand cet accord a été signé, il se trouve que j'ai des activités au Canada. Je suis chroniqueur dans un journal québécois qui m'a appelé en me disant « Mais expliquez-nous, vite expliquez aux Canadiens comment l'Union européenne fait pour obtenir d'aussi bons résultats, parce que 15%, je peux vous dire que nous, on signerait dès demain tout de suite. » Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mathieu Jolivet. C'est vrai qu'Ursula von der Leyen, quand on regarde après coup, elle a peut-être eu raison. Pourtant, c'est vrai qu'on a été nombreux à tirer à boulet rouge sur elle, mais à culpa, c'est vrai qu'elle a peut-être eu raison d'aller jouer finalement ce jeu de Donald Trump et d'aller théâtraliser une Europe qui finalement rentre dans le jeu de la nouvelle doctrine d'Unruh et scénariser ça sur le golfe de Donald Trump à Sainsbury. Parce qu'après coup, finalement, on voit qu'on se retrouve aujourd'hui avec des droits de douane très bas et Alors très bas, on a quand même pris 15 points, mais c'est le niveau le plus faible des droits de douane imposés par Washington au reste du monde. Mais après, c'est vrai que cette histoire, c'est quand même super contre-intuitif, parce qu'on se retrouve avec un pays qui est dans une période, les États-Unis, où je crois qu'ils n'ont jamais été aussi protectionnistes depuis les années 30 et ils n'ont jamais autant importé de leur histoire. Et donc l'histoire qu'il y a derrière aussi, c'est, en partie, je pense, c'est cette histoire de la course à l'IA qu'il y a en ce moment entre la Chine et les États-Unis. Ce sont les deux puissances qui ont le plus de moyens pour essayer de remporter cette bataille, et les deux ont compris que celui qui serait le maître de l'IA serait le maître du monde. Donc à ce moment-là, il y a des investissements colossaux. Il
il faut absolument être le premier dans les investissements tech. Et donc, c'est ça qui explique d'ailleurs quasiment la moitié du dynamisme et de la croissance américaine, c'est lié aux investissements de la tech. Ah oui, c'est vraiment aujourd'hui, la croissance. Les semi-conducteurs, les États-Unis ne produisent que 10% des semi-conducteurs qu'ils consomment. Donc là, c'est une question de souveraineté et de sécurité nationale. Dans cette guerre commerciale, ils se sont rendus compte qu'il fallait déporter ça. Ils n'ont pas réindustrialisé pour construire plus de semi-conducteurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire, ils importent encore plus, mais ils importent encore plus du Vietnam et de plein de zones d'Asie du Sud-Est. Oui. Donc finalement, en fait, ils se sont créés une escale de plus pour essayer d'éviter des droits de douane de la Chine. C'est ça l'histoire. Bon, alors au début des annonces, on s'est dit ça va être la fin du monde, on a réagi très vite et trop vite puisqu'on voit que ça n'a pas été le cas. Là, on retourne le discours en disant finalement ça n'a aucun effet ces droits de douane, le business continue comme d'habitude. Oui, est-ce que c'est également ce que vous pensez, Philippe? On a discuté avant l'émission, peut-être que les effets sont à venir. D'abord, je ne suis pas d'accord, nous avons été plusieurs, j'en fais partie, donc je confesse mon erreur, à penser que ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le FMI l'a pensé, l'OCDE l'a pensé aussi. C'est-à-dire, on voyait très bien, droit C'était la doxa dominante, hein, voilà, tout le monde droit douane implique des prix plus élevés, oui, et des prix américains plus élevés et des prix à l'importation moins élevés, donc moins de volume d'importation aux États-Unis, plus d'activité intérieure, etc. Alors, on oubliait quand même deux choses. Première chose, les délais. Tout ça ne réagit pas. Les mécanismes que j'ai décrits ne sont pas instantanés. Ça, on l'a dit, bien au contraire. Il fallait 6 à 9 mois. Vous avez dépendance, vous avez des supply chains, des chaînes d'approvisionnement, vous avez des processus de production et vous ne les changez pas du jour au lendemain. Et puis il y avait eu beaucoup de mise en réserve au premier trimestre. Alors il y avait eu d'ailleurs, on le voit, le graphique qui a été présenté ce matin sur BFM Business montrait bien un premier trimestre d'ailleurs qui avait été catastrophique sur ce plan-là. Et puis c'est la traditionnelle, ce qu'on appelle la courbe en J, n'est-ce pas, du commerce extérieur. Le deuxième point, il faut quand même pas oublier qu'on n'a pas eu que les droits de douane. On a eu la baisse du dollar, qui d'ailleurs a pour effet de renchérir le prix des biens importés, évidemment. Et là, directement. Et là, ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, l'ampleur de la baisse du dollar, elle a quelque chose à voir avec l'ampleur de la hausse des tarifs. Ce qui ne veut pas dire du tout que ce soit lié, mais parce que là, on est sur une dévaluation de 15%. C'est une crise de confiance sur les États-Unis, c'est une crise de confiance sur le dollar. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour les Américains sur le long terme. Ça montre qu'il y a derrière, au fond, le phénomène Trump, comme une sorte de défi pour les États-Unis. Vous êtes une puissance qui s'affaiblit démographiquement, économiquement, etc. Troisièmement, et je crois que c'est très important, les entreprises américaines, nous nous en étions pas bien rendus compte, accumulé des petits sacs de sable un peu de tous les côtés. C'est-à-dire ce qui leur a permis, si vous préférez, de ne pas répercuter dans les prix. Vous savez, grosso modo, aujourd'hui, je vais résumer, alors il y a la note de la Fédérale Réserve qui a attiré les foudres de M. Hasnet, qui n'a d'ailleurs donné aucun argument en faveur de sa propre thèse. Cette note qui explique, on l'explique, Philippe, que ce sont les ménages et les entreprises américaines qui ont subi 90% des surcoûts liés aux droits de douane. Je crois que c'est un peu plus. D'ailleurs, on est aujourd'hui sur les derniers résultats, ce serait 14%. Allons un petit peu plus loin parce qu'on voit que la part que payent les Américains a tendance à croître et que la part que payent les Européens, les Chinois aussi a tendance à croître. Disons qu'à l'heure actuelle, on est grosso modo, si on voulait des chiffres très arrondis, 20% payés par le consommateur américain, 20% payés par l'exportateur étranger, européen ou chinois, et le reste, c'est-à-dire 60%, payés par les entreprises importatrices américaines. Alors bien évidemment, vous absorbez bien le choc là entre les exportateurs étrangers et les entreprises américaines. Il n'y a plus que 20% qui passent dans les prix, et ça c'est confirmé. Il n'y a pas que l'analyse de la Fédérale Réserve, il y a tout un groupe d'économistes, n'est-ce pas, américains qui suit ça, qui le met à jour continuellement. Et puis enfin, nous avons ce que vous avez cité, c'est-à-dire tout le détournement de trafic. Bien évidemment, on fait de la substitution massive, on est quand même... Le producteur américain n'est pas un idiot, il est intelligent. Et puis les chaînes d'approvisionnement se réorganisent, oui, bien sûr. Alors, faisons attention, c'est que, au fond, les deux phénomènes que je cite, qui sont les marges américaines et le détournement de trafic,
ils ne sont pas éternels. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a une tendance que montrent d'ailleurs les universitaires américains, les études quantitatives, une tendance à accroître la part qui est prise en charge, qui est assumée par le consommateur américain qui commence à payer. Donc l'inflation est peut-être à de venir. l'exportateur. Donc l'inflation à venir est probablement une menace, et d'ailleurs c'est la réaction de la Federal Reserve. Dans son dernière communication, elle a dit en réalité nous restons très incertains sur l'inflation, alors qu'on l'a vu reculer manifestement en janvier. Il reste beaucoup plus pessimiste que le résultat de janvier. N'hésitez pas à réagir sur mon compte Twitter, @legenrat, comme le fait Joris Guillot. Trump veut réindustrialiser son pays, mais cela prend du temps. Les Américains en paient le prix, mais attendez encore quelques mois pour voir le résultat. C'est ce qu'on disait, effectivement, ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Pour l'instant, les chiffres industriels aux États-Unis, ils ont plutôt tendance à se dégrader en réalité. Quand vous regardez les données industrielles, vous regardez l'emploi industriel, vous regardez la production industrielle, là, il n'y a absolument rien. Vous avez même un indicateur dire que ça stagne. Alors, vous avez un indicateur qui s'est infléchi. Ce sont les surfaces mises en chantier dans l'industrie qui avaient énormément augmenté en fait sous l'administration Biden et qui, depuis le Liberation Day, ne baissent pas, mais se sont stabilisés. L'augmentation s'est arrêtée. Donc, quand même, on peut... Alors, voilà, ce n'est pas une démonstration scientifique, mais enfin là, vous avez quand même une coïncidence, je trouve, des signaux faibles. Non, moi, je pense que cette politique, elle est absolument absurde et qu'elle ne donne rien de... Nous, elle nous complique la vie, évidemment, mais elle ne donne rien de bon aux Américains. Elle a réduit quand même d'un tiers le déficit avec la Chine, importation américaine. C'est ce que je vous disais, c'est les déficits bilatéraux. Ça, c'est 300 milliards en 2024, 200 milliards seulement de déficit entre guillemets, en 2025. Est-ce qu'on peut dire un petit mot justement sur la réindustrialisation? Parce qu'au fond, il y aurait deux aspects de la réindustrialisation. Philippe Trainard. Celui que vous avez cité, l'intelligence artificielle, les investissements, parce que ça, c'est de l'industrie, soyons... Alors, il y a du service aussi par derrière, c'est plus compliqué. Et puis, l'industrie traditionnelle. Oui. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, l'ensemble de l'électorat de M. Trump est contre. Il est contre les data centers, il manifeste, il n'est pas content. Tout ce qu'on appelle l'Amérique MAGA est contre l'investissement dans les data centers. Donc elle est complètement opposée. Ah oui. Et un des gros... Il y a une opposition politique, parce que c'est ce qui tire la croissance quand même. Etc. Et tous les élus américains qui se présentent au midterm sont sous une pression gigantesque de l'électorat qui est contre. Donc ça, c'est un vrai problème. Naturellement, les financeurs de Donald Trump, ce n'est pas cet électorat, c'est en revanche les grands de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a un vrai débat, c'est-à-dire, et les midterms vont ouvrir cette tension. Et on voit bien qu'à ce moment-là, sur ce chemin très étroit, ce qui reste, c'est une possible réindustrialisation sur les secteurs qui sont en déclin partout dans le monde et qui commencent d'ailleurs à être en déclin même en Chine, n'est-ce pas, les secteurs ultra-traditionnels qui donnent du travail à des employés pauvres, à des employés peu qualifiés, etc. Alors bien sûr, si c'est le modèle de la réindustrialisation des États-Unis, nous sommes juste face à une accélération du déclin des États-Unis et non point une stabilisation de celui-ci par la politique de Trump, en fait une véritable accélération. En tout cas, c'est ce qui creuse un peu le déficit commercial un peu plus, et notamment les importations de semi-conducteurs, effectivement, pour l'IA, qui font que... qui ont augmenté de 5% en 2025, mais qui font que le déficit commercial se creuse évidemment.